Depuis des millénaires, les Inuits chassent le phoque comme s'ils accomplissaient un long rituel. Avec la chasse industrielle, la chasse aux phoques s'est transformée en course effrénée au profit. Les bébés phoques sont condamnés à une mort atroce. Le carnage va se poursuivre jusqu'à la fin d'avril. Inutile d'insister sur des scènes aussi pénibles qui, heureusement pour la susceptibilité de certains téléspectateurs, ne sont pas en couleur. Cette voix, c'est celle de Serge Daiglin, l'homme par qui le scandale est arrivé. Ce n'est pas aux Madelinots que nous adresserons nos reproches, même si leurs méthodes d'abattage sont cruelles et sanguinaires. Son film, présenté à la télévision canadienne en 1964, déclenche une campagne médiatique contre la chasse aux phoques qui dure depuis plus de 40 ans. Serge Daiglin est un personnage singulier. Ex-comédien, ex-chanteur, mais surtout chroniqueur respecté de chasse et de pêche. Alors suivons notre homme des bois, notre Serge des bois, dans ces forêts touffues québécoises. Seul notre Grand Nord peut désormais répondre aux exigences d'une population sans cesse grandissante et avide de liberté en plein air. À quand votre prochain voyage? J'ai connu Serge Daiglin quand il était propriétaire d'un petit café beatnik à Montréal. Ça remonte à pas mal loin. C'était un chroniqueur de chasse et pêche que j'admirais beaucoup. Pour moi, ça a été quelque part un mentor. Il m'arrive souvent d'écrire ma chronique nature au devoir en me disant « Qu'est-ce que Daiglin aurait fait devant ce problème-là? » Serge Daiglin est un passionné. La chasse aux phoques l'intrigue. La chasse sportive s'entend, celle à la carabine. Avec ses caméramans, André Fleury et Uwe Koenemann, il s'envole en 1964 vers les îles de la Madeleine, dont il ne connaît rien. Si on peut dire, c'est très sauvage. La seule civilisation, c'était l'aéroport, une auberge où on dormait et on a mangé aussi. Parce qu'autrement, c'était très sauvage. Ce que voient les 4 hommes de l'équipe les stupéfait. La chasse industrielle n'a rien de sportive. Pour les Madelinots qui gagnent leur vie de cette chasse si dangereuse, elle n'a rien de loisir. Une image insoutenable fera le tour du monde. Mais le chasseur, filmé par Daiglin, apparaît si maladroit aux yeux des vrais chasseurs qu'on accusera Daiglin d'avoir payé quelqu'un pour procéder à la mise à mort du blanchon, uniquement pour émouvoir les téléspectateurs. C'est vrai ça, c'est vrai ça. Parce que ici, là, je sais pas si c'est Serge Daiglin, mais ils ont payé un gars pour ouvrir un phoque avant de le sauver. C'est qu'il a donné 10 $ pour ouvrir un phoque qui est encore vivant. Ah, c'était pas mieux. Peut-être que ça peut avoir arrivé, mais d'abord, un phoque vivant, n'importe quel animal vivant, je suis sûr de te couper les doigts, hein, si tu vas pour lever la peau de ça. C'est pas payant de... C'est beaucoup mieux de tuer ton phoque. Tu lui donnais beaucoup de beau temps. Nous autres, la loi qu'on avait, c'était les dernières années, disant on avait le droit de tuer 10 phoques. On les a tués 10 au beau temps, 10 coups de beau temps, un coup de couteau au cœur, puis jusqu'au 10e. Hein? Puis quand on avait fini nos 10 beau temps, nos 10 phoques, au retournant, ôter la peau du premier qu'on avait tué. On a fait ça sur l'autre. Je trouve pas ça beau, moi non plus. Il n'y a personne qui trouve ça beau, ce que c'est qu'on vient voir là. C'est vraiment abominable. C'est pas beau. Mais il y a quelqu'un à l'arrière qui a payé pour bâtir un film. Tu peux bâtir le film, ce que tu voudras, si tu vas aller chercher l'opinion publique. Moi, de la souffrance comme ça. Puis moi, je suis d'accord que c'est pas correct.
Puis tous les chasseurs ne sont pas d'accord avec l'image qu'on vient voir là. Autant nous autres, les chasseurs, comme les abolitionnistes. C'est une mise en scène, tu sais. La chasse aux phoques, on n'avait jamais entendu parler à la télévision avant, là. Puis Desglands, il n'y a pas personne qui voulait l'emmener à la chasse, fait qu'il a payé des gens pour faire un petit film. Et puis, ce petit film-là, ce qu'il a fait, c'est qu'il a fait le tour du monde. Et puis là, il y a des écologistes et des animalistes et tout ce que vous voulez qui s'en est servi comme source de revenus. Qui sont venus ici, qui ont fait bien des petits films. Et puis, on protège une espèce en voie de disparition, en voie d'extinction. Et les Canadiens sont des barbares, tout ce que vous voulez. J'ai jamais compris comment il a pu se lancer pour fabriquer ce faux, parce que c'était démontré en commission parlementaire par des témoignages sous serment que ça avait été un faux. Il avait payé quelqu'un qui n'avait jamais chassé le phoque de sa vie pour faire la démonstration devant la caméra. Évidemment, ça donne le spectacle navrant que tout le monde a vu. Je pense que c'était une solution de facilité. C'est l'idée de faire un hit, là. Ça arrive que des fois, des journalistes, je dirais, l'appétit du scoop soit plus fort que la raison. L'affaire ira en effet jusqu'au Parlement canadien. Bon, reste là. Couille pas, mon frère. Voici le plus vieux chasseur des îles. Mais cette année, Willie Lebel s'est contenté d'aller flatter les phoques sur les glaces derrière chez lui. Willie Lebel a accompagné Serge Desglands sur la banquise. Le plus vieux chasseur des îles de la Madeleine n'a pas apprécié sa manière d'agir. Aux photos, il y avait un homme que je te dis que je ne connaissais pas. C'était bien lui, Serge Desglands. Il est venu me parler. Il m'a demandé ce que j'allais. J'ai dit que j'allais au phoque avec 3 biologistes. Ça phoque. Il a dit, je pourrais-tu bien pas y aller avec vous autres, moi? J'ai dit, moi, je sais pas, c'est pas moi l'hélicoptère, au ministère des Pêches. Mais le mieux que tu vas savoir ça va être de Paul Montreuil. Il va descendre, là. Les chasseurs ont refusé à Serge Desglands de le laisser les accompagner sur la banquise. Ils demandent à un biologiste, Paul Montreuil, qui accepte. Willie Lebel les accompagne. Ça fait qu'il a parlé à Paul. Paul a dit, oui, au mois de tourner, il a dit, je paierai une partie des dépenses. Paul, je me rappelle, Paul, il a dit, les dépenses, ils sont payées, ça ne te coûtera rien. Mais dans l'après-midi, il s'est décidé de tuer un phoque. Une belle mère avec des picots, une jeune, là, hein? Montreuil a dit, regarde, voilà, il s'en vient avec la mère, puis il n'a pas tué le bébé va mourir de faim. Il a dit, prête au beau temps, puis va tuer ce bébé-là. Bon, j'ai pris mon beau temps, j'ai tué le bébé. Puis là, il a parlé pas mal fort, cette fois-là. Mais il avait tué le phoque, la mère, puis il avait laissé le bébé. Hein, c'est pour dire qu'il faisait pas mieux que nous autres, hein? What you doing, man? You've killed my friend. What you doing, man? You've killed your friend. Laurent Trudel est un des pionniers de l'organisation écologiste Greenpeace. Il a arpenté la banquise pour sauver les phoques, au risque de sa vie. Des milliers de cadavres qui vont pourrir sur place en attendant la débâcle du printemps. Hormis les mouettes gourmandes qui profitera de ces milliers de tonnes de viande. Ça m'écoeure. C'est écœurant. Ceux qui ont le plus nui à cette chasse traditionnelle, qui aurait pu se poursuivre si il n'y avait pas justement été les gros toffes que d'autres, auxquels d'autres voulaient ressembler. Hein? C'est comme une fierté d'être assez tough que tu peux dépecer un blanchon vivant, puis tu sais, ça te fait rien. Tu sais, va te montrer, moi, que je suis un homme puis un vrai. Regarde-moi bien aller. Oui, j'en ai vu. C'était leur tactique de le faire devant nous pour nous provoquer, nous choquer. Mais ils nous ont choqués. Puis
Ils ont fait la peine. What you doing, man? You've killed your friend to die slow. Le caméraman Uwe Koneman revient aux îles en 1965. Il ne sera pas le bienvenu. Quand je suis arrivé avec l'avion et avec la caméra sur la glace, sitôt il me vu, il sautait verbalement sur moi et « Fais attention, toi, tu vas avoir un accident. » Mais l'accident n'est jamais arrivé parce que les gardes-chasse et la police étaient toujours présents. Mais l'année avant, beaucoup moins de police. Avez-vous eu peur? Non. Non. Il y tourne un film remarquable qui s'intéresse autant aux hommes qu'aux bêtes. Pour lui, les abattoirs industriels ne sont guère mieux que les abattoirs à ciel ouvert. Son film « 3 Days in March » ne sera diffusé qu'une seule fois, à la télévision finlandaise. Willie Lebel a 90 ans. Il a chassé le phoque dès l'âge de 12 ans. Son grand-père s'est noyé durant une chasse au phoque en 1911. La première fois que j'étais à la chasse au phoque avec mon père, avec l'équipe à mon père, ça, je m'en rappellerai toujours. Parce qu'il n'y avait rien de plus beau qu'un beau petit blanchon, hein? Un beau. Alors, il fallait tuer ça, ces petits blanchons-là. Oh, mais une peine que ça me faisait de tuer ces blanchons. Puis mon père était pas loin de moi. Qu'est-ce que tu fais là? Ben, il dit, je ne tue pas. Tue-la, qu'il disait. Dans ce temps-là, on avait des bâtons en bois dur. Hein. Mais ça, pour tuer le premier, parce que c'était un petit animal que j'ai beaucoup aimé. Et même au cours, là. Ouais. Ça, c'était la pire journée que j'ai. Après ça, ben, quand on en avait tué une cinquantaine, ben, c'était pas pire tuer un autre. Pour Jean-Claude Lapierre, la première chasse est un rite de passage. Ça arrivait dans le bout de fin février, là, on commençait à parler de la chasse au phoque. Puis ça m'intriguait beaucoup. Il parlait du large, il parlait des dangers, puis moi, je suis un gars qui est aventurier. Le fait de rester sur une île comme les îles de la Madeleine, ben, tu peux pas être un aventurier. Hein, Puis à un moment donné, à l'âge de 12 ans, je pleurais pour qu'il m'emmène à la chasse, il ne voulait pas m'emmener. Parce qu'il y avait du danger, puis il me trouvait jeune, puis tout ça. Ben, je me sentais prêt. Fait qu'il dit, OK, j'ai assez pleuré, j'ai influencé ma mère, laisse la dent aller, emmène la dent, puis... J'avais hâte d'arriver avec mon arc à pic, puis j'étais tout équipé, mon couteau, tout le kit. À un moment donné, on arrive sur la banquise, et tu vas tuer ces deux-là. Ça fait que j'ai tué le petit bébé phoque, et après ça, j'ai tué la femelle. J'avais assez peur là, que la femelle me saute sur l'eau, c'était énorme, tu sais, pour un petit gars de 12 ans, là, tu sais. Le premier, j'ai frappé sur ce phoque-là au moins peut-être 15 minutes, puis il y a longtemps qu'il était mort, tu sais. Ben, c'est le stress et la peur, j'étais content. Là, j'ai fait la partie de l'équipe, puis après ça, ma vie a commencé là, comme pêcheur, comme chasseur de phoques. Là, je venais de rentrer dans le monde adulte. Antoine Poirier ne chasse plus, comme la plupart des Madelinots. Oh, c'est une chasse extrêmement dure. C'est extrêmement dur, extrêmement dangereux aussi. Il y a beaucoup de personnes qui se sont noyées. Il y a eu beaucoup de personnes qui ont passé des nuits sur la banquise avec des engelures terribles, des affaires comme ça. Il y a beaucoup de bateaux qui se sont perdus aussi.
Quand tu commences à chasser, il faut que tu le fasses avec des gens qui ont plus d'expérience. Souvent, bon, tu vas avoir une petite flaque d'eau. Si tu passes à côté de deux glaçons, tu peux voir si tu t'en vas sous l'eau. Mais là, s'il y a de la neige par-dessus, puis que tu n'as pas d'expérience, tu sais pas que c'est de la neige, c'est dangereux. Faire la chasse en mer a toujours été pour les Madelinots non seulement une activité rentable, mais quelque chose d'un peu sportif. Pour les Madelinots, vous savez, se promener sur les banquises, c'est extrêmement dangereux. Ils n'avaient pas les souliers antidérapants qu'on a aujourd'hui. Les gens, parfois, glissaient à l'eau, se noyaient, puis vous ne restez pas longtemps dans l'eau. Alors, ce goût du danger fait partie de la vie du pêcheur qui, au printemps, va pêcher, si on peut dire, des phoques. Passer sa vie en mer, vous savez, c'est un petit peu plus risqué certains jours que d'aller au travail en ville et de vivre avec comme niveau de danger seulement les lumières rouges. C'est une des façons de se mesurer à la nature dans ce qu'elle a de plus dangereux, mais ça fait partie de leur vie et de leur affirmation comme chasseurs et comme être intégrés aux règles de la vie et de la mort. En même temps qu'évidemment, ils font une activité qui fait partie de leur économie traditionnelle. Se battre contre les forces de la nature, ça fait partie du défi de leur vie. Puis ça en ajoute un autre, avec une autre dimension, qui est un peu mythique dans leur histoire, dans leur tradition. Et les meilleurs, on en parle encore, même s'ils sont morts depuis 2 générations, et on raconte leurs exploits. Ce qui fait que dans la culture des gens des îles, des gens de Terre-Neuve, chez les Inuits, c'est une des grandes chasses mythiques. Si la chasse traditionnelle ne menace pas l'espèce, la chasse industrielle, les gros phoquiers norvégiens, russes, américains et terre-neuviens, est autrement plus dévastatrice. Des quelques 20 millions de sujets qu'elle était au milieu du 19e siècle, en 1950, la population totale des phoques était tombée à 3 millions d'individus. La mort des phoques du Groenland dans l'estuaire du Saint-Laurent n'aurait pas été une première. Au début du 19e siècle, les morses ont disparu, victimes d'innombrables campagnes de chasse, particulièrement des Américains. Le même sort attend-il les phoques? Peut-être que, de toute façon, ça n'aurait pas été comme les morses, parce que les morses, eux autres, ils se tiennent tous à la même place et ils n'ont pas peur de l'homme. Ils se font tuer, puis ils bougent pas pareil. Là. Ceux qui sont à côté, là, ça bouge pas. Tandis que le phoque, là, il fait une migration, là, il s'en va tête de Baffin, puis en haut de ça, là, puis il vient ici. Et la chasse aurait sûrement arrêté quand elle aurait pu être rentable. La dernière année que la chasse aux phoques c'est fait à grande échelle de même, là, quand ils ont commencé à contester, puis tout ça, là, avec des hélicoptères, puis des grands phoquiers, puis tout ça. Là. Mais les phoques avaient encore mangé plus de poissons que toute la flotte de l'Atlantique Nord. Parce que le troupeau est environ à 3 millions de têtes. Mais je reconnais par contre une chose. Vous avez vu les navires qu'on voyait? Ça, c'était les fameux navires-usines qui récoltaient, enfin, qui lessivaient des banquises entières. Ça, c'était un niveau d'exploitation qui était vraiment alarmant. Entre les petits bateaux de pêche des Madelinots, des Terre-Neuviens, il n'y a aucune commune mesure avec ces gros navires. Alors, la chasse aujourd'hui, avec des quotas, c'est pas la même chose que la chasse à l'époque, parce qu'ils n'avaient pas de quotas pour les Norvégiens. Il n'y avait pas de règles internationales qui empêchaient de, littéralement, lessiver la banquise. Il y avait des bateaux norvégiens, il y avait des bateaux canadiens, des gros bateaux qui échangeaient, ils emmenaient 15-20 000 pots, des dépôts, 15-20 000 phoques. Il y avait les Norvégiens. Et aussi, ce que c'est que l'influence que ça a eu sur nous autres aussi, c'est que nous autres, on ne savait pas trop comment écorcher un phoque, tu sais. Fait que les gens des îles ont été travaillés sur ces bateaux-là, avec les Norvégiens.
Ils ont même montré quelle sorte de couteau que ça prenait. Un couteau qui a une certaine courbe dedans. Les autres, c'était avec des couteaux droits, puis tu sais, ça prenait longtemps bien fort. Ils ont montré la manière la plus rapide, la plus efficace et la moins dangereuse à travailler. C'était une belle outil de travail. On l'a appris avec les Norvégiens. Ça a été transmis d'un à l'autre. Il y a eu des années qu'il y a eu jusqu'à, je pense, 76 avions et hélicoptères avec des gros bateaux. C'était vraiment une course, hein, de prendre le maximum de phoques aussi vite que possible. C'était même une situation presque anarchique, qu'on pourrait dire. Tu sais, il faut imaginer 76 aéronefs, il y avait des collisions, il y avait du monde qui manquait d'essence sur la glace. Il y a des photos des avions qui sont accrochés dans les lignes électriques. Il y a une photo d'un avion qui est planté dans une grange. Le troupeau, déjà dans ce temps-là, était comme assez bas, puis il y avait quand même des signaux qui s'allumaient. Il y avait des lumières rouges qui disaient que le troupeau de phoques n'était pas nécessairement en bonne santé. C'est certain que l'impact que le film de Deglin a eu a attiré tous les médias et les groupes anti-chasse aux îles et sur la côte Est pour les années subséquentes. Il y a des manifestations partout, à Londres, en Italie, en Allemagne, en France, pour dire « Canadiens, assassins, assassins ». Ça prenait des réglementations, ça prenait des plans de gestion, ça prenait une chasse plus ordonnée afin que ça rapporte plus, que ça soit plus sécuritaire et que ce soit plus simple pour le troupeau de sauver le troupeau. Ça fait que c'est certain que le film de Deglin, l'impact que ça a eu, a aidé ou accéléré ce processus-là. Je m'excuse d'avance de la violence de certaines images. Hélas, il ne s'agit pas d'un film pour amuser les enfants. Armés de longs gourdins améliorés d'un méchant petit crochet, ils vont courir de cri en cri, d'appel en appel, frappant vite, écorchant vif. Serge Deglin quitte rapidement le ton du journaliste durant ses conférences de presse et ses déclarations publiques. Ce document eut un tel retentissement dans le grand public et fit naître de telles protestations relatives aux méthodes cruelles et avec la grande cruauté avec laquelle les phoques étaient abattus que le gouvernement fédéral décida d'intervenir. Malgré les cris d'alarme de certains biologistes, la chasse se poursuit avec vigueur. Son film est à peine diffusé qu'un journaliste d'origine allemande s'intéresse à la question. Oui, Peter Lust, c'était un journaliste pour le Montreal Courier, qui était un journal allemand. Lui me demandait qu'est-ce que c'était, parce que j'ai parlé allemand. Et moi, j'ai lui donné quelques photos et aussi les histoires en allemand. On va aussi permettre à Peter Lust de voir le film. Il est scandalisé. Il écrit un article qui sera repris par les grands quotidiens allemands. Un animateur vedette de la télévision allemande, qui est en plus directeur du zoo de Francfort, diffuse le document de Deglin, amputé de moitié. Les images troublantes révoltent 30 millions de téléspectateurs. L'image du Canada est décriée partout en Europe. Au Canada, le directeur de la Société protectrice des animaux du Nouveau-Brunswick, Brian Davies, devient la figure de proue des animalistes. Quelques années plus tard, après avoir créé sa propre organisation, l'AIFA, il quittera le Canada et adoptera une stratégie très efficace auprès des Européens: faire boycotter les produits dérivés du phoque. C'est que Davies a très tôt réalisé que la confrontation sur la glace contre les chasseurs et contre le gouvernement qui ne pourrait pas gagner. Il y avait des polices, puis des hélicoptères, puis des brises-glaces. Mais il a décidé de mettre son effort de tuer le marché. Puis ses mots exacts à Davies étaient sur la glace contre le gouvernement, je ne pourrais pas gagner. Mais en Europe, avec le Parlement européen puis les médias, je ne pourrais pas perdre. Puis sa stratégie a été, pour arrêter la chasse, il fallait tuer les marchés.
le gouvernement canadien est pris entre l'arbre et l'écorce. D'un côté, des chasseurs en colère et des marchands de fourrure qui ne sont pas prêts à abandonner sans se battre un commerce aussi lucratif. De l'autre, des militants animalistes et écologistes tout aussi décidés à écorcher la réputation du Canada pour sauver les phoques. Ça faisait depuis les années 50 qu'on s'inquiétait de la population et de la diminution de la population des phoques. Des scientifiques très crédibles, dont plusieurs du ministère des Pêcheries canadiennes. Il y avait plusieurs cris d'alarme, plusieurs drapeaux qui avaient été hissés. Le gouvernement a fait la sourde oreille, que ce soit dans les années 50, en 61, un rapport, en 63, un autre rapport. Si, par exemple, en 70, il y a eu 250 000 phoques de tués, selon les chiffres, nous, on savait qu'il y en avait peut-être 3 fois ça qui avaient été réellement tués. Je jugeais que c'était pas une façon correcte de gérer des ressources qui, selon nous, n'appartenaient pas à un gouvernement, mais appartenaient aux citoyens planétaires. Il devenait difficile pour les autorités canadiennes de fermer les yeux. Tous les membres de Greenpeace demandaient 2 choses. Qu'on arrête de les dépecer vivants et que les quotas soient respectés. C'était les 2 revendications. En novembre 1964, le Canada limite à 50 000 le nombre de blanchons que les chasseurs embarqués à bord des gros navires sont autorisés à tuer dans le golfe Saint-Laurent. Le règlement stipule en outre qu'il est interdit de dépecer un blanchon toujours vivant. Pour les défenseurs des phoques, ce n'est pas assez. La guerre ne fait que commencer. Les Madelinots ont toujours vécu avec les phoques. De longues fréquentations qui créent des liens. J'ai trouvé un phoque malade tué à glace. Là. Ça, c'est une histoire de phoque. Il y avait du mazou partout dans les yeux et dans la bouche. Oh, il fait de la pitié. Puis je l'ai soigné. Je l'ai lavé comme il faut. Mais lui, j'ai pas eu de misère à le faire mourir. Il a mieux qu'il mourrait de suite. Ça t'est vite fort. Ben, ma femme m'a dit, ça faisait 8 jours que je l'avais, puis il mourait bien. Elle dit, tu veux pas tuer ton phoque? Ben, va le porter sur la glace. Là. Le lendemain matin, j'ai pas donné à manger, j'avais ma chaudière. Je marchais avec lui. Il m'a suivi sur la glace jusqu'au bord de l'eau, là-bas. Hein? Il voulait manger, hein? Et quand il a été rendu au bord de l'eau, j'ai donné à manger, bien manger, mais il voulait pas aller à l'eau. Ça fait que là, quand je l'ai regardé peut-être bien un quart d'heure, il dit, je m'en vais, c'est correct, il est tranquille, il va être dans l'eau. Je vois ma femme va prendre comme d'ici l'autre maison. Le phoque va monter, puis il s'est remis là chez nous avec moi. Il est revenu à la maison. Là, je l'ai gardé encore une couple de jours. Et j'ai retourné, il est parti à manger, avec le manger, la même chose. Alors il m'a tué. Je lui ai donné à manger, puis je m'en ai venu, puis je l'ai jamais revu. Comment est-ce qu'il se passe, je sais pas. Les phoques du Groenland sont de grands voyageurs. On les retrouve partout, de la pointe de l'île d'Ellesmere jusqu'aux îles de la Madeleine. Je les aime parce que c'est beau à voir. Puis la beauté de ça que je trouve du phoque, là, c'est partir du Groenland, dans l'Arctique, pour s'emmener aux îles de la Madeleine, dans mon petit pays, dans mon petit coin, pour faire sa mise bas. Les phoques se rassemblent à 2 endroits seulement pour permettre aux femelles de donner naissance à leurs petits, au nord-est de Terre-Neuve et au large des îles de la Madeleine. En mars, ils y retrouvent les banquises qui permettent aux blanchons de survivre, le temps d'apprendre à nager. C'est une affaire de quelques jours, mais c'est une étape vitale, car un blanchon peut se noyer. Donc, ça veut dire que s'il vient ici, il ne vient pas ici pour rien. Il a de la bonne laisse, il a de la bonne nourriture, il a tout pour être bien. Ça, je suis content de ça, puis je trouve ça beau parce que la nature, c'est tellement bien fait. Depuis plus de 40 ans, les amoureux des animaux s'y donnent rendez-vous.
pour protéger ou observer ce qu'ils appellent les bébés phoques, presque toujours aux îles de la Madeleine. Mais la majorité des contestations sont toujours faites à partir des îles de la Madeleine. Savez-vous pourquoi? Ça, je vais vous le dire. C'est parce qu'on est trop accueillant avec ces gens-là. C'est plus facile. À Terre-Neuve, t'en vois pas beaucoup des contestataires. T'en vois pas en Norvège, t'en vois pas dans les autres pays où le phoque est chassé. Aux îles, on est accueillant et bon, il n'y a pas de danger d'aller aux îles. Ce qui n'est pas le cas partout. En 1977, l'organisation Greenpeace décide de frapper un grand coup. Once we reach the coast of Newfoundland, it's our intention to arrive on the ice floes and try and reach as many seals as we possibly can before the sealers do. Laurent Trudel est le porte-parole francophone de Greenpeace. 77, c'est la grosse affaire. Là. C'est le gros cirque. L'idée générale, c'était de capter l'opinion publique pour sensibiliser la population canadienne et aussi essayer d'amener le gouvernement canadien à gérer la ressource de façon plus rationnelle. Laurent Trudel et deux amis doivent organiser une super conférence de presse dans un village du Golfe inaccessible par la route, Blanc-Sablon. Quand tu m'as parlé de 250 journalistes, j'ai dit « Es-tu sérieux? » Il dit « Oui. » Je savais que ça serait gros. Alors, on est monté à Blanc-Sablon. On s'est tenu à l'hôtel pendant 3 jours. On y a rencontré, évidemment, les gens de la Chambre de commerce puis le maire qui joue aux cartes. On leur a dit on aimerait avoir le plus de places possible. À coup de téléphone, de télégrammes et de lettres, on a sécurisé 85 places à Blanc-Sablon même et dans les alentours. L'opération médiatique montée par Greenpeace était sans précédent. Fondée en 1971, Greenpeace était déjà une organisation riche et très influente. Il y avait des avions, des hélicos, du fuel, du matériel pour établir le campement sur l'île de Belle-Île. Il y avait des gens qui venaient de partout dans le monde, hein, de la Norvège, de l'Angleterre, de l'Australie. Et il fallait coucher tout ce monde-là. Après avoir installé les journalistes à Blanc-Sablon, Laurent Trudel rejoint le campement des activistes anti-chasse sur l'île de Belle-Île. Il y fait un temps de fin du monde. Au nord de Terre-Neuve, il y a une île qui est inhabitée d'êtres humains. Mais c'est un territoire plutôt hostile parce que venteux est très élevé. Donc, c'est sur cette île inhabitée que nous avons choisi d'établir notre campement. La troupe est sous le commandement de Paul Watson, une sorte de corsaire qui n'hésite pas à éperonner les baleiniers japonais. C'est un homme sans nuance. C'est un homme très intelligent, d'un humour absolument magnifique. Il a beaucoup de compassion pour les animaux. Il y a dévoué sa vie, d'ailleurs. Et c'est un vrai guerrier. Il a foi en ce qu'il fait, mais c'est un homme sans nuance. Depuis des siècles, les Terre-Neuviens s'aventurent sur la banquise du Front pour y chasser le phoque, dans des conditions extrêmement dangereuses. La plupart des conflits et des actions anti-chasse ont eu lieu aux îles. À cause, c'est une simple question de logistique. Terre-Neuve, c'est loin. La chasse est 100 000 au large. Les conditions sont terribles. Les glaces cassées. Tu as eu quelques individus hardis comme Paul Watson, Sea Shepherd, qui a été quelques fois. Mais l'ensemble des autres activités anti-chasse ont presque toutes eu lieu dans le Golfe. C'est un peu une erreur que les gens font de penser que tout ça se passe à Terre-Neuve. En réalité, tout ça s'est pas mal passé ici. Les hommes de Paul Watson sont venus pour se battre. Ils prennent de grands risques. Nous, notre rôle, c'était de sauver le plus grand nombre de bébés phoques possible. Alors, la stratégie qui avait été utilisée en 1976, c'est chaque membre du commando, on allait se mettre entre le chasseur et le phoque et, au besoin, couvrait le phoque de son corps. Alors, Walrus et Paul m'avaient dit que ça pourrait brasser
Il savait que j'étais un peu téméraire, donc il m'avait donné un casque pour me protéger. Et effectivement, moi, j'ai rencontré un chasseur, puis je lui ai dit pourquoi j'étais là. Alors, lui, il se met à courir, puis il spotte un bébé phoque. Je pars à sa poursuite, et juste au moment où il lève son pic, moi, je saute sur le bébé phoque et je le couvre. Et puis son hack-a-pic me frappe la tête. Dieu merci, j'avais un casque. Et c'est comme ça que j'ai sauvé mon premier bébé phoque. Paul Watson est gravement blessé après avoir été plongé dans l'eau et tabassé par l'équipage d'un phoquier. Pendant ce temps, Laurent Trudel tente d'arrêter un autre phoquier. Après avoir dansé et joué un peu avec le chasseur, j'ai jugé que... J'ai vu que le bateau continuait d'avancer et au fur et à mesure que les chasseurs tuaient les phoques, je me suis dit j'en sauverais peut-être plus si je réussissais à arrêter le bateau. Du bas, ça m'apparaissait être le Titanic, là. J'en reviens pas comme le bateau est petit quand je le regarde sur la photo, parce que quand j'étais en dessous je le voyais, c'était assez impressionnant. J'ai levé les bras. Je l'ai arrêté et au moment où j'ai levé les bras, j'ai senti une force. Vraiment. C'était un petit peu épeurant. Mais il y avait cette force-là, on aurait dit que les phoques me poussaient et poussaient contre le bateau. Et je crois sincèrement que c'est cette force-là qui a arrêté le bateau. De retour sur l'île de Belle-Île, une surprise attend Laurent Trudel. Peu de temps après, Paul me dit « Brigitte Bardot vient pour prendre des photographies avec les bébés phoques. » J'étais le seul qui parlait français, donc c'est moi qui l'ai accueillie simplement pour qu'elle puisse comprendre. Mais l'île du bout du monde était-elle vraiment prête à recevoir Brigitte Bardot? Lorsqu'elle est descendue de l'hélicoptère, David et moi, on s'est regardés puis on s'est dit « As-tu vu? » Elle portait des bottes en cuir jusqu'ici. Là, on s'est dit, on s'en va dans une conférence de presse où on parle d'une mauvaise utilisation de la ressource pour des manteaux en cuir. J'ai dit, Madame Bardot, vous allez avoir froid aux pieds, laissez-nous vous offrir une paire de bottes propices au climat canadien. Brigitte Bardot, loin de Saint-Tropez, est désorientée. Madame Bardot était complètement abasourdie par notre campement. Elle était très nerveuse. Je l'ai invitée dans la tente. Je lui ai joué de la flûte traversière pour la calmer un peu, la rassurer. La vedette de cinéma joue sa scène à la perfection. On a réussi à l'amener sur les glaces pour prendre une photo d'elle avec un blanchon. Elle a aussi participé à plusieurs conférences de presse et elle a discuté avec les chasseurs pour leur faire valoir que c'était totalement atroce de dépecer des phoques vivants et que les fourrures synthétiques devaient remplacer l'utilisation de la peau des blanchons. Je suis venue jusqu'ici vous voir, dans cet endroit qui, on ne peut pas dire, soit un endroit formidable pour passer des vacances. Nous n'arrivons pas les mains vides. Nous arrivons avec quelque chose à vous proposer en échange de ce massacre, de cette boucherie et de cette tuerie. Monsieur Weber a trouvé des capitaux, les capitaux qu'il faudra pour installer une usine qui fabriquera de la fourrure synthétique. Et cette fourrure synthétique sera vendue dans le monde entier. Oui, Brigitte Bardot, je me souviens très bien de cet épisode-là, où ce qu'elle promettait plusieurs affaires. Mais après ça, elle s'est aperçue que les fourrures synthétiques, ça polluait plus, puis ça détruisait beaucoup plus que peut-être la race aux phoques. C'est des belles promesses, puis qui ne s'est jamais réalisé, même qu'après, dans une entrevue qu'elle a faite avec Lépine, elle avait dit à Lépine... J'espère qu'ils ont tous perdu leur travail. S'il y en a qui ont réussi à en trouver du travail, je vais m'empresser de le faire perdre. Et puis, j'imagine que depuis 18 ans, ces pauvres malheureux ont dû se recycler, parce qu'ils n'ont pas attendu 18 ans comme ça, les mains dans les poches,
de reprendre cette tuerie et cette barbarie pour revivre. Donc ils ont dû se recycler. Donc j'imagine que tout va pour le mieux pour eux, surtout que maintenant, s'ils recommencent à tuer, ils doivent avoir retrouvé un emploi que je vais m'empresser de leur faire supprimer. Je ne sais pas pourquoi elle a fait ça, parce qu'elle paraissait quand même assez bien encore. Aujourd'hui, elle n'a plus aucune crédibilité, là, même avec le gouvernement canadien. Écoutez, c'est pas sérieux. De toute façon, quand elle parle de son usine de 1977, il n'y a jamais eu d'usine de fourrure synthétique aux Îles-de-la-Madeleine. Si on parle de pollution et de mauvaise utilisation de produits, je pense qu'on peut commencer par ça. Céline Hervieux-Payette, sénatrice canadienne, a toujours pris fait et cause pour les chasseurs de phoques. Deuxièmement, c'est qu'on a toujours dit, écoutez, c'est un petit nombre, ça coûterait pas cher, il faudrait qu'ils fassent autre chose pour gagner leur vie. Je regrette, là, mais dans le Grand Nord, élever des poulets, c'est pas tellement pratique. Et les carottes poussent pas beaucoup non plus. On a une sénatrice qui s'est occupée de nous défendre. Première fois dans l'histoire du Canada, je pense. Tous les gouvernements ont essayé de se cacher un peu de cette histoire-là. Quand t'en parlais, on t'envoyait un autre, l'autre t'envoyait un autre. Mais là, on a une sénatrice qui a décidé de nous défendre. C'est extraordinaire. Et puis j'espère qu'elle va continuer. Les gens de Terre-Neuve et des Îles-de-la-Madeleine, les chasseurs, les hommes, hein, les vrais, ne se voyaient pas troquer leur hack-pick puis leur couteau pour aller mettre de la pluche dans des bébés phoques. Pour Laurent Trudel, le retour à Blanc-Sablon est marqué par une prise de conscience douloureuse. Si Greenpeace a organisé une telle opération médiatique, ce n'est peut-être pas pour le bon motif. L'argent, le pouvoir et la politique semblent primer sur le sort des Blanchons. J'avais appris des choses qu'on ne m'avait pas mentionnées lors du début de l'expédition. Et puis, à un moment donné, j'ai entendu des membres de l'équipe dire cette valeur qui n'avait pas été blessée plus gravement, ça aurait fait de la bonne pub. Et là, je me suis remis en question par rapport à toute cette violence que j'avais vue, dont j'avais été témoin, et la façon avec laquelle on gérait l'esprit de la tactique de communication de certains membres de Greenpeace. J'ai eu des discussions avec David Garrick et Paul Watson là-dessus. Ils étaient en désaccord total. D'ailleurs, ils ont quitté Greenpeace peu de temps après. Moi, je me suis remis en question. Un an plus tard, la vie au contact des Inuits se charge de lui donner une leçon qu'il n'oubliera jamais. J'ai accepté un poste d'enseignant dans le Grand Nord. Et la première épicerie que je me suis fait venir, elle avait transité par 3-4 aéroports à moins 30, alors tous les légumes étaient immangeables. Et puis Johnny Alec m'a amené chasser pour nourrir ma famille. Et j'ai donc été initié à la chasse aux morses, aux walrus, à la baleine et aux phoques. Ça m'a rappelé que on est confronté à ces incohérences et il faut éviter de condamner ou de juger son voisin trop vite. Avant de juger, mets-toi donc dans leurs souliers, porte donc leurs mocassins. Et j'ai trouvé que c'était une belle leçon. Donc j'étais reconnaissant. Laurent Trudel retourne à la musique, sa vraie passion. Paul Watson quitte Greenpeace pour créer l'organisation Sea Shepherd. En guise de cadeau d'adieu à Greenpeace, il accorde une entrevue radiophonique à la célèbre journaliste canadienne Barbara Frum. See, the seal is very easy to exploit as an image. We have posters, we have buttons, we have shirts, all of which portray the head of a baby seal with tears coming out of its eyes. Baby seals are always crying because they're always, the salt tears keep their eyes from freezing. But they have this image of
they're baby animals. They're beautiful, and because of that, coupled with the horror of a sealer hitting them over the head with a club, it's an image which just goes right to the heart of animal lovers all over North America. Depuis 1964, les blanchons, les bébés phoques, sont les produits vedettes des organisations animalistes qui cherchent à amasser de l'argent pour financer leurs activités. Ces gens-là se sont mis millionnaires sur nos dos. Qui a fait de l'argent avec la chasse aux phoques? Les abolitionnistes. Puis on a complètement mis les gens en erreur sur ce qui s'est passé, qu'on est des barbares. Puis même encore aujourd'hui... On a toujours fait le constat qu'il y a beaucoup plus d'argent à faire protester la chasse aux phoques que chasser les phoques. La chasse aux phoques, dans les bonnes années, va ramener 30-40 millions. Puis les groupes anti-chasse, dont un en particulier, International Fund for Animal Welfare, ramasse au-dessus de 70 millions par année. Humane Society of the United States, au-dessus de 100 millions. Ces gens-là vont chercher de l'argent sur le dos des phoques parce que c'est facile d'apitoyer le monde sur le sort des phoques parce que c'est à peu près le seul animal que tu peux aller flatter à la naissance sans que les parents veulent te manger ou bien qu'il soit caché à une place où jamais tu peux le trouver. Bien d'autres espèces sont plus menacées. Mais le charme des blanchons est irrésistible. C'est d'abord le blanchon. C'est l'image du petit bébé inoffensif. Deuxièmement, c'est le sang sur la glace. Si c'était sur de l'herbe ou en forêt sur des feuilles, déjà, ça serait beaucoup moins dramatique parce que le contraste serait moins grand. Ça donne l'impression, évidemment, d'un carnage parce que vous voyez beaucoup de sang. En Europe, le regard triste et vulnérable du bébé phoque continue d'émouvoir les foules et son abattage de les scandaliser. Bien, j'en pense que c'est des gens de la ville, probablement, qui n'ont jamais été à la campagne puis qui n'ont jamais vu comment on tue un cochon ou comment on tue un veau. J'ai des amis qui font de l'abattage. Je viens du milieu rural. Alors, évidemment, quand on a vu saigner un cochon pour faire du boudin, et je trouve que nos Européens sont bien hypocrites parce qu'à toute fin pratique, ils ont des abattoirs comme nous. En 1977, le Canada établit à 200 000 nautiques de la côte sa zone de juridiction économique. Il se donne les moyens de contrôler la flotte des phoquiers étrangers, souvent norvégiens. En 1983, l'Union européenne interdit le commerce des fourrures de blanchons. La réputation du Canada est de plus en plus entachée par cette campagne animaliste qui dure depuis 20 ans. En 1984, le gouvernement canadien met sur pied une vaste commission d'enquête sur la chasse aux phoques, la commission Malouf. Nous ne pouvons plus continuer à abattre les phoques dans cette quantité parce que la machine n'existe plus. Ça rappelle des souvenirs hein, parce que c'est moi, avec d'autres personnes, qui a été obligé d'annoncer en public, ou dans une réunion publique ici aux chasseurs, que la chasse aux blanchons était terminée. Et ça fait beaucoup de peine aux gens parce que pour eux, c'était une perte économique, une tradition. À la suite de la commission Malouf, les chasseurs conservent le droit d'abattre des phoques. Mais des phoques sevrés de plus de 20 jours, alors que leur fourrure a changé de couleur. La grosse question, puis c'est ce que Malouf avait recommandé, c'est qu'un phoque qui est encore avec sa mère, qui n'est pas sévré, c'est une chose, il est très vulnérable, il y a encore un lien de parenté, mais à 12-15 jours, la mère abandonne le jeune. Et là, rendu à 25 jours, là on appelle ça un phoque brosseur, il est capable d'aller dans l'eau, il est capable de nager, il est capable de se nourrir. Ça fait que là, on pourrait considérer qu'il est une espèce d'un animal sauvage indépendant. Ça fait qu'il a quand même juste 25 jours, mais il a quand même atteint ce statut-là. Ces images de choc, achetées d'un pêcheur canadien pour 1 000 $, sont au cœur de la campagne pour mettre fin, une fois de plus, à la chasse aux phoques. Aussitôt, les animalistes protestent. Pour eux, un phoque de 20 jours
est toujours un bébé phoque. La campagne sera émotive. I'm sorry, I mean, I was watching the reality of something that is totally barbarous. C'est la raison pour laquelle il continue d'utiliser des photos de Blanchon pour amasser de l'argent. Je ne veux pas faire de procès d'intention, mais objectivement, vous savez, c'est la campagne la plus payante des grands groupes animalistes. Quand on regarde une grosse baleine, même si tout le monde dit les baleines, c'est important, on s'apitoie moins sur le regard ou l'œil d'une baleine que sur l'œil d'un bébé phoque. Et vous avez vu dans la conférence de presse, devant les députés anglais, il y avait un Blanchon. Alors qu'on ne tue plus, les Blanchons, on ne les chasse pas. C'est de la désinformation. On joue sur des émotions pures parce que c'est payant. Et mais moi, je trouve que c'est de la démagogie pure. Cette guerre risque aujourd'hui de se terminer, faute de combattants. Depuis 2 ans, il n'y a plus de banquise dans le golfe du Saint-Laurent. Et pas de banquise, pas de phoques, pas de chasseurs, ni de militants anti-chasse. Moi, j'ai regardé des cartes des glaces pendant 30 ans de temps et j'ai parlé des chasseurs qui chassaient 30 ans avant et des années comme avec aucune glace du tout, comme l'année passée, c'est du jamais vu. À court terme, s'il fallait que les glaces disparaissent à cause des changements climatiques, oui, il y a une menace pour l'espèce. Mais c'est pas la chasse qui est le problème. Et je vois très mal M. Watson partir en guerre contre Mercedes, Ford, Jaguar en Angleterre. J'aimerais bien voir la tête des députés anglais si M. Davis disait maintenant, il faut fermer Jaguar, il faut fermer Rover et il faut fermer Mercedes. Alors que c'est le vrai problème. Et s'il y a une menace, tous les indicateurs scientifiques nous le disent, c'est le problème de reproduction qui s'en vient, faute de glace. À part les souvenirs et les vieilles images, voici donc une histoire qui se termine mal pour les chasseurs de Blanchon. Quant aux phoques du Groenland, nous n'en sommes pas là. Le troupeau atteint les 9 millions de têtes, un sommet historique. Mais pour combien de temps?